Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Beaucoup d'enquêtes aujourd'hui au programme. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons McDo et Buffalo Grill à l'occasion d'un capital spécial alimentation. Eh oui, c'est assez étonnant. C'est comment se nourrir pour 10 €. C'est-à-dire qu'ils seront partis sur cette base-là. Et ils racontent différentes choses dans 3 sujets différents d'endroits où on peut manger à 10 €. Mais est-ce que la qualité est là? Ce sera tout à l'heure à 10h30. Guillaume Couder, bonjour, vous êtes journaliste. C'est un document coup de poing, c'est un document choc à regarder d'un complément d'enquête demain soir sur France 2. Arnaque à la chaîne, les esclaves du clic. On n'imagine pas parfois ce qui peut se cacher derrière un simple profil. Salut, comment ça va? On en a déjà parlé ici. Vous êtes allé vous enquêter sur certaines arnaques. On a beaucoup parlé des arnaques à l'amour. Là, vous vous êtes intéressé aux arnaques à l'argent, aux crypto-monnaies en particulier, et ça nous emmène très loin en Asie. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti comme vous l'expliquiez, de ces petits textos qu'on reçoit à tous assez régulièrement sur nos téléphones portables. Oui, ou sur Instagram. C'est ça, sur les réseaux. Profil, exactement, sur les réseaux sociaux aussi énormément. Et en fait, on est parti de ça, et en fait, en tirant ce fil, on s'est rendu compte que il y avait toute une industrie en réalité de l'arnaque qui opérait depuis l'Asie du Sud-Est. Donc essentiellement depuis une zone à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, mais ils sont aussi très actifs dans 2 autres pays que sont le Laos et le Cambodge. Et ce sont des camps d'esclaves qui toute la journée ont différents clients suivant les fuseaux horaires. C'est ça. Alors en fait, il y a toute une gamme de situations, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, c'est que vous avez à la fois, en fait déjà c'est organisé comme des entreprises, c'est-à-dire que souvent quand on pense aux arnaques sur Internet, on imagine le brouteur traditionnel, donc c'est quelques personnes dans un cybercafé, voilà, ou quelqu'un avec le fil qui pend. Voilà, c'est ça, ou quelqu'un chez lui tout seul. Là, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui travaillent jour et nuit pour arnaquer. Mis en état d'esclavage, c'est ce qu'on découvre dans votre enquête incroyable. Et en fait, une partie, alors il faut faire attention, c'est que tous ne sont pas en esclavage. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'entre eux qui travaillent volontairement dans ces usines de l'arnaque. Mais il y a aussi toute une partie, et c'est potentiellement des dizaines de milliers de personnes qui, elles, sont trompées en fait par des fausses offres d'emploi, qui ensuite sont kidnappées finalement, mis dans ces camps fermés où sont installées ces usines de l'arnaque, et qui sont également soumis à des violences très fortes, torturées quand elles refusent de travailler, ou même que les résultats ne sont pas satisfaisants pour les chefs de ces usines de l'arnaque. On va y revenir dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Que s'est-il passé hier à la télévision? Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, j'ai plutôt choisi des sujets un peu de technologie parce qu'on va parler un peu de l'IA et de la technologie avec le reportage de Guillaume. Mais demain, je vous mettrai plus de sujets de ce qui s'est passé hier parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu Cyril Hanouna qui a parlé de Karine Le Marchand, mais il y a également ce matin Éric Ciotti qui a demandé et qui va déposer une motion pour supprimer l'Arcom. C'est l'annonce qu'il a faite ce matin. Donc j'ai pas les extraits, mais demain matin on reviendra sur l'actualité média. Sur l'actualité, là je l'ai fait un peu en fonction de notre invité. Je voulais préciser parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de sons hier qui ne sont pas dans ce zapping. Alors on pense avoir vu et entendu beaucoup de choses avec le procès Pélico, l'impensable et des actes les plus abjects. Et bien avec l'affaire Skornek, on monte aussi d'un cran avec 299 victimes répertoriées par lui-même, et dont certains découvrent qu'ils ont été violés enfants puisqu'ils voient leur nom sur son carnet. Avant-hier, le procès s'est ouvert et les victimes témoignent. C'était en 91, je me faisais opérer de l'appendicite, j'avais 9 ans. J'ai un souvenir qui est revenu au moment d'une séance d'hypnose d'un viol de Joël Le Skornek en salle de réveil. J'ai besoin de réponses et j'ai besoin d'être reconnue en tant que victime par la justice. C'est quand même important, c'est quand même quelque chose de grave. Étant maman d'une petite fille de 2 ans et demi, j'aurais fait tout mon possible pour que tout le monde le sache et que ce soit reconnu et jugé. Son ex-épouse savait
si elle avait parlé, il n'y aurait pas autant de victimes. Les aveux de Marie-France Le Squarnac permettraient d'accepter de ne pas avoir parlé. Maintenant, je me dis que c'était certainement la seule personne qui aurait pu nous aider à libérer notre parole. C'est une affaire incroyable et un procès... Un procès assez fort. Alors avec votre reportage, Guillaume, on voit comment l'IA va totalement changer ce monde, comment on peut changer un visage, un son, une voix, y compris donc dans l'empire du crime. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier le vrai du faux. Et hier, il y a eu un reportage dans le 20h de France 2 suite à une enquête qu'a fait la SACEM. De plus en plus de musiciens, sans le dire, utilisent l'IA et de plus en plus d'auteurs utilisent l'IA mais ne le disent pas. Et résultat, on commence à avoir des chansons faites par l'IA sans le savoir. Reportage dans le 20h de Anne-Sophie Lapix hier. Anne-Sophie Lapix tous les soirs sur l'écran avec son regard noir. Voilà, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais l'entendre dans une tonalité un peu plus rap. Je vais tout simplement lui demander. 20h sur France 2, elle brille sans défaut. Blonde et charismatique, classe dans les mots. Face à la caméra, elle domine le lot. Lapix, la reine des news. Un tube? Peut-être pas. Mais à coup sûr, une révolution dans le monde de la musique. L'intelligence artificielle s'y banalise. Chez les professionnels, un auteur de musique sur 3 avoue l'avoir déjà utilisé. 1 sur 2 chez les moins de 35 ans. Une sorte d'assistant de luxe. Et donc je vais lui demander de générer tout simplement une basse. Et une nouvelle source d'inspiration. On va vers peut-être des sonorités qu'on n'aurait pas eues au départ. Voilà, c'était une des auteurs de chansons. L'IA est la clé de ces arnaques dans votre reportage. Alors c'est l'une des clés, c'est-à-dire que créer de faux profils, de fausses. Alors les faux profils sont pas nécessairement créés avec de l'IA. En revanche, c'est l'image, c'est-à-dire que souvent quand on a une discussion avec quelqu'un, il dit je peux t'appeler, on peut discuter. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type d'arnaque, généralement les premiers échanges se font par écrit, donc c'est beaucoup de chat en fait sur les réseaux sociaux. Mais en fait, arrive un moment où souvent, soit les gens ont des doutes, soit comme ils ont sympathisé, ils veulent discuter au téléphone et faire des appels vidéo en fait. Et donc en fait, au moment où ils font des appels vidéo, pour que la personne qui leur réponde soit semblable aux photos qu'ils ont vues sur les faux profils, à ce moment-là, ces criminels en fait utilisent l'intelligence artificielle pour mettre le visage des faux profils sur le visage de la personne qui va parler à la victime. Et là, on en parlera après, ce n'est pas la même personne avec qui vous avez parlé. Il y a des gens qui ne font que répondre aux appels téléphoniques et c'est tout le temps la même, mais avec un visage différent. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Alors Valérie, restons dans la technologie. Alors ça, vous allez adorer. La NBA, vous savez, la National Basket, voilà, je me suis lancé le H, je ne sais plus ce que ça veut dire. Américain, National Basket American, a lancé le sport du futur. Alors vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez votre table basse, il y a un match de la NBA en direct et vous le voyez au-dessus de votre table basse avec en réalité virtuelle et c'est sur votre table basse. Explication sur BFM Business. La NBA vient de lancer ces derniers jours une application qui s'appelle Tabletop. Cette application, alors elle est incroyable, elle a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Elle permet en fait de voir le match se dérouler non plus sur un écran mais directement sur la table basse de son salon. En gros, vous avez les joueurs qui apparaissent sous forme de mini-hologrammes, de mini-modélisation 3D qui courent, qui dribblent, qui marquent des points et vous avez une vue en surplomb à la verticale, j'allais dire quasiment comme si vous étiez un dieu au-dessus du terrain avec une vue à 360 degrés. C'est peut-être ça, le futur du sport à la maison. Ça vous donne envie, ça c'est top, hein? Oui, je suis pas très fou, très basket. On vous mettra d'autres images. On vous mettra... Ça vous inspire quoi? Moi, je suis pas très basket et pas très sport en général. Je suis désolé, ça m'inspire pas grand-chose. C'était le bon son. J'aurais dû m'attirer la nouna. Aujourd'hui, l'homme et la femme est de plus en plus isolés. Donc, on en parlera avec vos docs sur le manque d'amour. Et il se passe alors un phénomène avec une appli. Est-ce que vous connaissez l'appli Strava? Non, ça m'étonne pas parce que c'est un appli pour les runners et ceux qui courent et qui font du sport. Et donc, au début, c'était une appli pour comparer vos performances et les distances. Et maintenant, comme vous pouvez chatter, on parle plus vraiment chrono. Pour rencontrer leur âme sœur, de plus en plus de sportifs délaissent les traditionnelles applications de rencontres. Ils utilisent Strava.
commentaires ou encore messages privés. Ce réseau social permet d'enregistrer ses performances et de les partager à sa communauté. Je documente mes sorties avec de belles photos, voilà, de beaux couchers de soleil, ça c'est pour plaire aux filles en quête de romantisme et d'aventure. De quoi favoriser les rendez-vous amoureux. Oui, j'ai déjà date des runners. Je l'ai jamais fait. Dater oui, mais trouver l'amour pas encore. C'est peut-être une porte d'entrée, ouais, du coup vers plus. C'est peut-être plus simple si on n'a pas envie de montrer et d'assumer qu'on est là pour de la drague et pour rencontrer quelqu'un. C'est de faire un point commun, et quel point commun de base. Donc dire on aime le sport et le même sport, on aime déjà courir pareil, donc ça rapproche forcément. Ça permet de s'ouvrir plus facilement. Autant vous dire que c'est pas une appli pour... Non. Vous n'êtes pas runneuse non plus. Non plus. Bon, alors on avait connu le phénomène de Running Up That Hill. Alors, vous savez, la chanson de Kate Bush dans Stranger Things qui avait connu une nouvelle carrière. C'était une ancienne chanson de Kate Bush et remis au goût du jour grâce à Stranger Things. C'est exactement ce qui arrive à notre Nana Mouskouri. Ah oui. Incroyable, avec sa version allemande de Quand je chante. Vous savez, quand je chante... J'ai presque la même voix. Oui, et donc maintenant, cette chanson qui date des années 70 est popularisée auprès des jeunes avec une série qui s'appelle Cassandra. Je vous ai mis la version dans la série de la chanson, parce qu'on avait évidemment la version allemande de Nana Mouskouri, mais c'est drôle de voir comment ils l'ont un peu modernisé et le son qu'ils en ont fait. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch... Alors ça, c'est la version originale du disque, parce que vous savez, j'ai un réalisateur qui en fait qu'à sa tête, et donc il n'a pas mis ce que je lui ai mis. Et donc ça, c'est la version quoi? Ça, c'est la version du disque, et c'est pas la version de la série. Et on n'a pas la version de la série? Ah bah non. Pourquoi? John. Bon, allez, on va faire appel à l'IA maintenant, on travaillera mieux. On se retrouve dans un instant avec Guillaume Couder pour parler donc de cette enquête que vous ne devez pas manquer. Allez la regarder si c'est un peu tard, complément d'enquête 23h10 demain soir. Allez la voir sur le replay de France TV, France.tv. Je vous assure, moi j'ai commencé, il arrive parfois, petite confidence, qu'on regarde des docs et qu'on accélère. J'ai été scotché. Je suis resté du début à la fin. Ça dure quoi, 52 minutes? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est absolument vertigineux et je pense que ça parle à tout le monde parce que l'entrée, c'est la solitude assez souvent. C'est des gens qui savent comment vous appâter et vous faire perdre beaucoup d'argent. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Guillaume Couder. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé une enquête vertigineuse. Je pense que c'est le mot pour complément d'enquête. Ce sera diffusé demain soir à 23h10. Arnaque à la chaîne, les esclaves du clic. Derrière ces simples messages, j'aime bien ton profil, se cache une véritable industrie. Une industrie qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Et ça commence avec ce témoignage d'un homme qui s'est fait avoir. Oui, tout à fait. Il s'agit de Norbert qui a perdu en gros 200 000 euros dans cette arnaque. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est dans le cas de Norbert, et c'est souvent le cas, ce sont des arnaques au long cours, c'est-à-dire que ça a duré... de tête, je crois, autour de 1 an et demi. Et donc, en fait, vraiment, les criminels ont vraiment travaillé pour le mettre en confiance. Il a été appâté sur les réseaux sociaux. Oui, ça commence par une discussion amicale. Tout à fait anodine, exactement. Et vous le dites dans votre reportage, on cible souvent des personnes, des hommes de plus de 50 ans, dont on imagine qu'ils peuvent être seuls. Alors, et il y a des femmes aussi, oui. En fait, il y a vraiment un peu tous les profils. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à... peut-être à viser les personnes un peu plus âgées, sachant que ils regardent quand même sur les gens qui publient des choses sur les réseaux qui leur paraissent avoir un niveau de vie suffisamment élevé pour avoir des ressources financières. Et en plus, les personnes un peu plus âgées, souvent on considère, mais parfois à tort, qu'elles sont un peu moins agiles sur les réseaux, sur Internet, qu'elles sont moins vigilantes et moins au courant de tout ce type d'arnaque. Alors il faut préciser que Norbert n'est pas un gogo, parce qu'on peut imaginer, comme on l'a dit dans notre histoire, moi je me ferai jamais avoir, oh là là,
s'il a 200 000 euros à mettre là-dedans. En fait, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les histoires amoureuses où je te donne de l'argent parce que je suis sur un brancard. Là, on lui dit, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et on lui en fait gagner. Exactement. Au début. Oui, tout à fait. C'est comme le bon taux. On vous laisse gagner et après... Oui, parce que Norbert, vraiment, c'est quelqu'un déjà, c'est quelqu'un d'entouré, c'est quelqu'un qui a une famille autour de lui, c'est quelqu'un qui est très structuré, voilà, qui sait ce qu'il fait. Et en fait, au départ, c'est pas de l'argent qu'il donne à quelqu'un, on l'oriente en fait vers une plateforme d'investissement frauduleuse où tout se déroule en crypto-monnaie. Et en fait, ça se fait vraiment pas à pas, tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance. 1 000 € au début. Il y a une relation de confiance qui est établie. Ensuite, on parle d'argent. Ensuite, on commence à faire des investissements. Ensuite, les criminels permettent à Norbert de récupérer une petite mise parce qu'en fait, ils voulaient tester s'ils pouvaient effectivement récupérer une partie de l'argent. Et en fait, c'est à partir de là où il est en confiance et où il se dit que l'investissement va être fructueux qu'il met de plus en plus. Et tout ça se déroule vraiment sur des mois et des mois. Et à la fin, il ne va plus pouvoir retirer, évidemment, quand il a mis une grosse somme. C'est ça. L'arnaque retombe. Enfin, le ce qu'on disait, c'est qu'on a un peu le fantasme ce que disait Gilles en début, du type derrière son ordinateur en Afrique, de ces brouteurs, sauf que ce que vous avez découvert, c'est une véritable industrie, avec des immeubles, avec des bâtiments, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont organisées pour... donc ça veut dire que ça marche aussi. Hein. Ah oui, non, c'est une industrie criminelle qui rapporte énormément d'argent. C'est des 12 milliards d'euros. Alors 12 milliards d'euros, ça c'est uniquement ce qu'on estime pour le Cambodge. Le Cambodge, par exemple, qui est un pays où de nombreux centres d'arnaque, usines de l'arnaque ont été identifiés. Il y a des experts qui estiment que ces usines en fait génèrent 12 milliards d'euros par an, mais à l'échelle globale. Avec plus de 100 000 travailleurs d'après l'ONU. C'est ça, d'après l'ONU, c'est une estimation autour de 100 000 travailleurs. Et là, encore une fois, rien que pour le Cambodge. Par exemple, sur la Birmanie, l'ONU estime qu'il y a au moins 120 000 travailleurs, dont une bonne partie sont des travailleurs forcés. Et ma question, c'est que fait l'ONU, puisqu'ils sont au courant que 100 000 personnes sont en train d'arnaquer des gens? Alors, c'est une très bonne question, c'est assez complexe. En fait, la principale problématique, c'est que dans cette région frontalière en fait, entre la Birmanie et la Thaïlande, donc les usines de l'arnaque sont côté birman, donc c'est une zone qui est sous contrôle de milices armées, c'est une zone qui est en pleine guerre civile, donc en fait l'ONU a assez peu de leviers d'intervention dans cette zone en fait. Donc là il y a un jeu diplomatique, mais c'est très compliqué d'intervenir directement là-bas en fait. Ce sur quoi vous insistez et ce qu'on découvre dans ce reportage, ce sont ces cyber-esclaves, c'est-à-dire des gens qu'on trompe, vous l'avez dit en début d'émission, à qui on fait miroiter un bon salaire, qui se retrouvent embarqués dans une voiture et emmenés dans un sorte de camp où ils sont traités... Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on peut les qualifier de camp de travail. Hein. Ouais. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Et ce qui est vraiment très troublant et très frappant, c'est que on parle pas juste de 4-5 personnes qui sont ainsi kidnappées, trompées et mises dans ces camps. C'est vraiment à une échelle massive. C'est des dizaines de milliers de personnes au fil des années. Donc, pour se rendre compte, Valérie Guillaume, on a la bande-annonce. C'est complément d'enquête. C'est demain à 23h10. C'est le genre de message que vous avez tous déjà reçu. Bonjour, je peux te parler? Mon téléphone est mort, c'est mon nouveau numéro. En réalité, des anonymes qui cherchent à vous piéger. J'ai été manipulé. C'est terrible à vivre. Mais savez-vous vraiment qui se cache derrière? Complément d'enquête a remonté la piste de ces escroqueries en ligne et a découvert une industrie de l'arnaque. Ici, il y a 10 000, 20 000 personnes qui travaillent 16 à 18 heures par jour pour arnaquer le monde entier. À l'autre bout de la planète, des usines aux mains de mafias et des petites mains forcées à vous escroquer sous peine d'être torturées. Ils me giflaient, me donnaient des coups de poing. Et après, on passait à la matraque électrique. Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Oui, et la plateforme, allez-y, parce que je crois que le document est déjà disponible et surtout... Non, pas encore. Pas encore. Je pense pas. Non, c'est après... Comme vous y allez. Après la diffusion. Oui, après la diffusion. Elle a tellement envie que ça soit vu par tout le monde. Vendredi, oui, non, mais il faut vraiment le regarder parce que on a tendance à dire, comme pour l'affaire Brad Pitt, mais elle est débile, mais moi je me ferai pas avoir. Sauf c'est extrêmement sophistiqué. On a le témoignage de cette jeune femme qui a été prisonnière et qui raconte que, parce qu'ils ont chacun leur rôle, elle est là pour
entretenir la conversation pour dire tiens je rentre du marché ou je vais prendre une douche, pour avoir cette espèce de small talk comme on dit, ou qui vous fait croire que c'est une amie, et c'est très 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 organisé et très bien fait. Il y a des dizaines de centaines de milliers de victimes. Si cette chose-là existe, c'est que ça marche, encore une fois. Oui, bien sûr, et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'en fait comme ils sont organisés comme des entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment une division du travail, quoi. C'est vraiment du taylorisme appliqué à l'arnaque, où en gros chacun a sa petite tâche à accomplir, mais le fait, le répète toute la journée, travaille 16 heures par jour, et donc en fait c'est ce qui leur permet de toucher le plus de personnes. Et en fait, plus vous touchez de personnes, plus potentiellement vous allez avoir des gens qui vont se faire piéger, et plus vous allez gagner de l'argent. Donc c'est un gros investissement entre guillemets au début, mais ça rapporte. Un auditeur, Stéphane, nous dit mais il faut mettre en place des modérateurs. Pourquoi même sur Sud Radio, effectivement, on a régulièrement dans le chat des gens qui viennent en disant j'aime bien ce que tu écris, je voudrais te parler. Et il dit quand on dit à Orange faites quelque chose, ils disent faut payer pour être protégé. Donc, est-ce qu'il y a des protections possibles, parce que vous traitez pas vraiment de ce sujet dans le. Mais si, à la fin vous dites que vous avez contacté les plateformes. Alors en fait, oui, parce que souvent ça passe quand on parle de messages. En fait, c'est plus que des textos. En fait, c'est pas des textos, c'est plutôt des messages sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, WhatsApp, Facebook. Voilà, effectivement. Oui, on a demandé aux plateformes. Il se trouve que les plateformes ont conscience de ce problème. Elles ont conscience de ce problème même spécifique, c'est-à-dire de ces centres d'arnaque en Asie du Sud-Est, qu'elles font ce qu'elles peuvent, en tout cas nous ont-elles dit, pour éliminer le plus de faux profils possible. Elles utilisent elles-mêmes de l'IA. 900, à un moment il y a un synthé, c'est 900 000 profils. Alors 2 millions. Ils ont 2 millions juste sur des faux profils l'année dernière, c'était je crois l'année dernière, oui, ou en 2023, juste sur des faux profils liés à des centres d'arnaque, donc en Birmanie, au Cambodge et au Laos, ils ont supprimé 2 millions de profils. Mais sachant qu'il y a évidemment plein de profils qui passent au travers. Il y en a encore plusieurs millions. Donc voilà, c'est ça. En fait, là, il y a tout simplement un problème de masse. C'est-à-dire que c'est tellement facile de faire des faux profils. Et il y a tellement donc de personnes qui travaillent, entre guillemets, dans ces usines de l'arnaque, que les plateformes, même si elles essayent de façon proactive de supprimer les faux profils en utilisant, en faisant de la modération, elles-mêmes en utilisant de l'intelligence artificielle, en fait, voilà, il y a un tel effet de masse que c'est très compliqué de tous les supprimer. Et d'ailleurs, quand on va nous-mêmes sur des plateformes, assez vite, on tombe sur des profils, quand on a l'œil un peu averti, on voit bien que c'est des faux profils assez vite. Nous, souvent avec Valérie, on a des versions, ce qui s'appelle des copies de travail. On a rarement le reportage fini et abouti. Et souvent, on les a sans floutage. Et donc, je vous ai posé une question parce qu'il y a 2 scènes très violentes dans vos sujets, dont une personne qui se fait électrifier. Nous, la séquence qui, moi, m'a beaucoup perturbé, qui est très violente, qui n'était pas floutée. Vous m'avez confirmé que la diffusion, elle ne sera pas floutée. Pourquoi ce choix ? Moi, c'est la première fois que je vois de la torture diffusée. Sans floutage, j'entends. Alors, déjà, juste pour expliquer, on passe vraiment quelques secondes. C'est long, quand même. Quelques secondes. Oui, mais c'est pour se rendre compte de ce que ça représente. Et par ailleurs, pourquoi est-ce que... c'est pas vous qui avez filmé, c'est un... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les criminels qui eux-mêmes ont filmé avec le téléphone portable la victime en train de se faire torturer, parce qu'ensuite ils ont envoyé la vidéo à ses parents pour demander une rançon. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Voilà pourquoi est-ce qu'on a cette vidéo. Et donc en fait c'est la victime elle-même qui nous a, qui s'appelle un jeune chinois qui s'appelle Néo, qui nous a confié la vidéo, et il témoigne à visage découvert. Donc en fait, à partir du moment où il témoigne à visage découvert, sachant que il est cadré d'assez loin, on a pris ce parti de pas flouter la vidéo, mais encore une fois, c'est quand même assez court. C'est vous quelques disiez secondes. qu'en revanche, la séquence de la vidéo est très longue. Dans la réalité. Oui, dans la réalité, oui. C'est-à-dire que déjà, il y en a 2, et ensuite, ça dure, 1 minute 30, 2 minutes. Là, on met 4-5 secondes. Quoi, voilà. C'est glaçant. Oui, c'est absolument glaçant. Et c'est une torture très, très commune dans les camps. Enfin, il y a beaucoup de témoignages. Ils utilisent typiquement ce type de torture. Ce type de torture, les gouvernements internationaux ne se mobilisent pas, vous le disiez, et même en particulier au Cambodge, il y a une très longue séquence sur le Cambodge, on n'a pas envie de se mêler de ça. Il y a le portrait de Dankassé, qui est un mafieux qui serait en grande partie à l'origine de ces centres, et qui n'a jamais été inquiété.
À notre connaissance, non. Dans Cassé, en fait, c'était un peu l'un des pionniers. Il est effectivement très fortement soupçonné d'être à l'origine, en tout cas l'un des premiers investisseurs dans le centre où justement a été torturé la personne, le jeune chinois Néo qui témoigne dans le documentaire. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que nous, on s'arrête sur cette figure-là parce que en fait, c'est une figure, un ancien parrain d'une triade qui est bien connu en Asie. Mais évidemment, il n'est pas le seul. Il y a d'autres figures qui sont connues aussi. Et en fait, surtout, c'était un peu les premiers, c'était un peu les pionniers, donc au début des années 2020, 2021. Et depuis, il y a d'autres acteurs qui sont venus, mais de façon beaucoup plus souterraine. Et donc, c'est très, très compliqué aujourd'hui de savoir qui se trouve derrière ces camps. Et généralement, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes, c'est des investisseurs. Voilà. Vous êtes plutôt positif à la fin de votre reportage, mais vous pensez pas qu'avec la technologie, ça va aller de plus en plus loin. Plus en plus loin, parce que aujourd'hui, on voit avec la cocaïne, les banques, il n'y a plus d'argent dans les banques, tout est virtuel. Donc, est-ce que ces arnaques-là vont se multiplier? Est-ce que c'est le nouveau crime organisé qui s'intéresse à ça? Alors oui, mais aujourd'hui on en a beaucoup plus conscience qu'avant. Donc déjà les gens sont quand même plus, le grand public est quand même plus éduqué à ça, sans doute plus méfiant. Et par ailleurs, en ce qui concerne ces réseaux criminels spécifiques en Asie du Sud-Est, là il y a quand même une évolution parce que la Chine et la Thaïlande ont décidé là vraiment ces toutes dernières semaines un peu de frapper un grand coup et de mettre la pression sur les milices birmanes qui permettent à ces criminels chinois d'opérer. Et donc là, actuellement, ils sont en train, par exemple, de faire sortir des travailleurs forcés de ces camps et de les faire repasser en Thaïlande pour ensuite les renvoyer chez eux. Donc il y a une évolution significative juste à l'instant où on se parle en fait. Ça a été un reportage dangereux? Non, je dirais pas ça. La zone où on a travaillé, donc la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, on a pu travailler globalement normalement. Après, c'est une zone qui est très militarisée, et donc là, il faut faire attention parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes presque avec les militaires ou la police thaïlandaise qui aime pas trop qu'on filme ça exactement, et qui peuvent vous arrêter si vous croisent, si vous n'avez pas les autorisations bonnes et due forme, vous prendre votre matériel. C'est à voir demain soir, complément d'enquête sur France 2 à 23h10, arnaque à la chaîne Les Esclaves du Clic, pour comprendre les mécanismes de ces arnaques. Et dès vendredi matin, ce sera disponible sur le replay de France.tv. Vous allez avoir de la concurrence. Merci Guillaume Couder. C'est le dernier jour de Cyril Hanouna. Oui, je suis pas sûr que ce soit la même clientèle. Les gens vont venir voir la fin. Là, il a fait des scores incroyables. Nous, on propose une contre-programmation. Voilà, contre-programmation. Guillaume Couder, merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette enquête. On se retrouve dans un instant pour parler de toute autre chose. Buffalo Grill, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec vous, Cyril Chapuis. Bonjour, vous êtes journaliste. Vous avez réalisé est-ce qu'on peut dire une enquête? C'est la grande saga Buffalo Grill, parce qu'il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de scandale, mais c'est le fonctionnement de cette entreprise qui est la première entreprise de restauration à table en France. Oui, et c'est une immersion qui est assez rare, parce que vous savez, on est souvent dans la langue de bois, du prêchi-prêcha de communication, et c'est une chance qu'on a à Capital de pouvoir rentrer comme ça en immersion, et que les grandes entreprises comme ce restaurant, qui est la plus grande chaîne de restauration à table de France, nous révèlent quelques petits secrets, nous laissent entrer dans les coulisses et d'avoir un peu d'authenticité. Ce qui est plus difficile ailleurs. Vous nous en voulez pas, on vous a pas mis une petite salade d'accueil. Petite salade d'accueil, ça m'aurait mis de bonne humeur. Mais c'est là encore une fois l'histoire du succès de Buffalo Grill, avec tout ce qui a été mis en place par le créateur, celui qui en a eu l'idée. Moi, je pensais que c'était une chaîne américaine, en fait. Oui. Et pas du tout. Alors, il nous a raconté comment... je lui ai demandé, il a eu l'idée. Mais oui, comment vous avez eu l'idée d'appeler ça Buffalo Grill? Il m'a dit, ma femme m'a dit Buffalo Bill. Je lui ai dit Buffalo Grill, c'est plus rigolo. Et puis, c'est parti comme ça. Parfois, les grands succès, ça part de petites idées qui sont toutes simples au départ. Buffalo Grill, la salade d'accueil, une salade gratuite. Pourquoi? Parce que ça donne un sentiment de générosité, on va se lâcher plus facilement sur les plats.
Et vous savez combien elle coûte cette salade d'accueil au restaurant? 30 centimes, non, oui, c'est ça, 33 centimes. 33 centimes, ouais, c'est ce que vous racontez, donc c'est pas grand-chose. Mais en perception pour le client, on a l'impression d'entrer dans un endroit où déjà on nous fait un cadeau dès le départ. Petite idée toute simple. Il y a une chose incroyable, mais ça c'est le côté mental du marketing, c'est au début de votre sujet, donc ça va, on se spoilie pas trop. Tout le monde pense que c'est une sauce spéciale Buffalo Grill. Oui. Et donc vous interviewez des gens qui sont dans le restaurant qui font ah là, mais cette sauce secrète. J'aimerais bien avoir le secret de la sauce de la salade d'accueil. Bon, bah, c'est de la moutarde, du vinaigre. Oui, voilà, il n'y a rien de bien folichon. Alors, ils la vendent, si vous voulez. Je crois que c'est 2,50 € la petite bouteille chez Buffalo, si vous voulez l'acheter pour vous faire votre petite salade d'accueil à la maison pour les invités. Incroyable. Et puis, alors, vous avez un truc fabuleux que moi, incroyable que j'ai découvert dans le sujet, c'est leur usine de viande. Si vous pouvez expliquer ça. Ils vous ont vraiment ouvert les portes. Oui. Après, il y a peut-être des choses cachées, mais en tout cas, l'usine est folle. Ils vous ont montré effectivement, c'est une quantité industrielle de viande, c'est le cas de le dire. C'est 3 exactement. tonnes par jour. Alors, ils traitent 10 tonnes de viande par jour dans cet atelier. C'est un peu le nerf de la guerre pour une steakhouse, une chaîne de restaurants qui est sur la viande rouge comme Buffalo. Et ce sont quasiment les seuls à avoir cette organisation d'un atelier de découpe. On voit dans le sujet que la viande est pesée au gramme près et même découpée au gramme près. Ça passe par détonnant scanner. Ça peut faire penser un peu aux IRM à l'hôpital, où on a un scan de la pièce de viande et elle est découpée vraiment de façon chirurgicale au gramme près pour ne pas gaspiller le moindre gramme de viande, ce qui permet de faire des économies sur les quantités énormes qu'ils traitent. Et puis, chaque petit bout qui dépasse est traité. Et ça devient des brochettes. Des brochettes. Et il y a aussi le chili con carne pour les pièces qui sont plus... un auditeur me dit, il y a eu des scandales chez Buffalo Grill ou Hippopotamus, vous y faites référence, je crois. Absolument, on en parle. De la vache folle. Et c'était totalement faux. Ça, c'est une histoire qui est assez dingue aussi. Racontez, oui, parce que, alors souvent, quand il y a. Vous n'êtes pas attardé, c'est dommage, parce que moi, j'aimerais savoir qui a lancé la rumeur et qui a voulu faire tomber Buffalo Grill. Alors, je ne sais pas s'il y avait un complot pour faire tomber. C'était pas Hippopotamus derrière qui a essayé. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est venu d'informations de gens qui travaillaient dans l'atelier de découpe, qui ont dit qu'ils avaient travaillé avec de la viande anglaise à l'époque. En réalité, c'était de la viande irlandaise, semble-t-il, qui n'est rien à voir avec l'Angleterre. Et une juge, Berthola Geoffroy, a passé 14 ans sur le dossier avant qu'elle laisse la place à son successeur et un non-lieu. Il n'y avait rien, mais dans l'esprit des gens, il y a encore cette histoire de vache folle qui est, bon, il faut le redire ici, complètement fausse. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est ce qui, quand on dit le nom, ça marque quand même. Alors c'est une entreprise qui ne laisse rien au hasard. Tout est minuté. On voit d'ailleurs à un moment comment on peut dire, un directeur régional qui vient contrôler un restaurant. Essayer de comprendre pourquoi ce restaurant a perdu des clients. Et donc on voit que tout est chronométré, on ne doit pas passer plus de 45 minutes à table. Et tout est extrêmement codifié. Et là aussi, c'est une séquence qui est assez rare aujourd'hui, où les entreprises finalement nous servent leur soupe entre guillemets à longueur de journée, à vouloir donner une image très lisse. Là, on assiste à une vraie inspection dans un restaurant où ça parle vrai et on voit ce qui peut ne pas aller dans un restaurant. Et en effet, ce restaurant-là, le problème, c'est que le service n'est pas assez rapide. Et le problème, c'est chez Buffalo qu'on vient manger le midi, il faut manger en 45 minutes, sinon on ne revient pas. Et puis il y a aussi l'autre petit truc, c'est que si on mange rapidement, on a le temps de prendre le petit café, le petit café gourmand. Et c'est ça qui est le plus rentable dans les chaînes de resto. Donc c'est important. Parce qu'on voit que sur l'entrecôte, ils gagnent pas vraiment d'argent sur les pièces maîtresses. Non, ça j'étais surpris. En fait, il y a des produits qui sont un peu des produits pour donner une image très haut de gamme à l'enseigne, mais ce ne sont pas sur ces produits-là où ils gagnent le plus d'argent. Et la thématique de Capital, c'est manger pour moins de 10 €. Et alors moi, je n'imaginais pas qu'on pouvait manger dans un Buffalo Grill pour moins de 10 €, qu'on pouvait s'installer. Et donc ça s'appelle le menu Hold Up. Le menu Hold Up. Et ça, c'est ce qui cartonne le plus. Alors je crois que ça représente une dizaine de pourcents. Et on mange. Voilà, exactement. Alors, on va pas non plus rouler par terre à la fin du repas, parce que c'est donc on a un steak frites, une boisson ou un jambon frites, boisson ou dessert.
Mais ça, malgré tout, c'est une des seules chaînes de restaurants à table à le faire. Les concurrents ne font pas d'offres à 10 €, donc c'est une offre qui marche bien chez eux, qui fonctionne bien, permet d'accompagner ses collègues si nous on n'a pas les moyens de se payer l'entrecôte ou la pièce de bœuf, etc. Donc c'est un menu qui fonctionne bien chez eux. On parle des autres enquêtes. Oui, alors il y a 2 autres enquêtes fast-food, le match des menus à 5 €, donc c'est Burger King, Quick, KFC, Otakos qui cherchent à concurrencer McDo. Ce n'est pas vous qui avez réalisé le sujet, néanmoins, vous pouvez nous dire ce qu'on va pouvoir voir dans ce sujet? Oui, dans ce sujet, absolument. Donc c'est une enquête sur ces menus à 5 €. Alors j'avais eu l'occasion d'en parler il y a 1 an avec McDonald's, où j'avais fait une enquête là-dessus, donc je connais aussi le principe. L'idée, c'est de voir comment ces fast-food arrivent à nous proposer pour 5 €. Ça paraît bluffant. Ouais. Pour 5 €, chez McDo, il y a 2 burgers, une boisson, une petite frite. Comment ça marche? Combien ça coûte? Voilà. Et vous allez voir, donc il y a des petites astuces psychologiques qu'on va voir chez certaines enseignes. Par exemple, il y a une enseigne qui va vous servir un burger au poulet. Forcément, ils peuvent pas mettre autant de poulet que dans le vrai sandwich au poulet du menu qui est à 8 €. Qui vont mettre un plus petit morceau de poulet. Mais comment faire pour éviter que ça se voit trop et que les clients s'estiment lésés? Lésés, ouais. Eh bien, ils réduisent la taille du pain de telle manière à ce que le poulet dépasse du sandwich et donne un sentiment de générosité. Donc, c'est tout un tas de petites astuces comme ça. Qui sont souvent psychologiques et puis il faut être ingénieux. C'est même pas le même burger. Incroyable. Alors chez McDonald's, ce sont les mêmes burgers, que dans les menus normaux. Simplement, ils se rattrapent sur la marge qu'ils vont faire ensuite sur la glace, par exemple, qu'on peut se permettre de prendre, puisqu'on n'a payé que 5 € le menu. La marge doit être à peu près de 70% sur le menu à 5 €. Mais en revanche, la marge passe à 80-90% sur la glace à 3 € qu'on va prendre avec. Incroyable. Sur le plateau, il se rattrape bien. Voilà. Donc et puis, il y a un reportage également dans ce Capital. Resto en promo, faites fondre votre addition. Donc là, c'est un sujet qui là aussi épluche un peu le marketing de ces ventes, de ces annonces. Avec des accès aussi, encore une fois, exclusifs à Capital, puisque il y a The Fork, qui est le leader, la fourchette qui s'appelle The Fork maintenant. Voilà. Et puis, vous allez voir Deliveroo, Uber Eats, et comment fonctionnent ces promos dans les restaurants. Vraie promo, fausse promo, le prix sur le menu est-il le même que celui sur l'application? Pas sûr. C'est systématiquement pas le cas ou c'est souvent faites l'expérience. C'est souvent plus cher. C'est souvent plus cher alors on se dit oui, il y a la commission qui s'ajoute les frais de livraison, mais on parle même pas de ça, on parle du prix du menu lui-même. Alors c'est significatif. Faites l'expérience. C'est 1 €. Oui, exactement. Prenez un Big Mac sur Deliveroo dans le McDonald's à côté de chez vous. Regardez le prix et allez voir dans le McDo à combien il est vendu. Donc déjà, il y a une culbute qui se fait là-dessus. Ce qui permet ensuite de proposer des promos, parce que les commissions de ces applications sont très importantes. Ouais. C'est 30% du prix du repas qui part. Donc forcément, difficile de faire des grosses promos avec un système comme ça. Et puis, il y a aussi une carte qui est intéressante que vous allez découvrir dans le sujet. Une carte de promo dans les restos qui permet de manger à moins 50% dans plusieurs dizaines de restaurants. Moins 50%. Simplement, vous avez le droit d'aller dans le resto une seule fois avec cette carte. Donc, le but des restaurateurs, c'est de vous faire tester le resto, mais bien vous y allez pour la première fois, c'est moins 50. Et puis après, vous dites, c'est pas mal, j'y vais. Il faut prendre 9 € de boisson, par contre, c'est la petite obligation pour qu'ils fassent quand même leur marge sur les... Et la fourchette, The Fork, c'est vraiment des... Oui, alors, promos, ce sont des vraies promos. Après, voilà, on s'interroge, est-ce que c'est intéressant pour les restaurateurs? Comment ça fonctionne? Quelles sont les commissions de ce système de The Fork qui est très intéressant, qui marche très très fort. Est-ce qu'au global de ces 3 sujets, on peut dire que dans ces restaurants, avec le prix qu'on paye, on a quand même des choses de qualité? Oui. Oui, absolument. On n'a pas découvert de choses d'arnaque sur la qualité des produits. Simplement, les restaurateurs, en ce moment, avec la flambée des matières premières qu'ils ont connues ces dernières années, doivent être créatifs, doivent être malins pour continuer à nous proposer de belles assiettes, mais avec des matières premières qui ont flambé. Donc là, ils sont face à des défis. Stéphane, un auditeur nous dit, c'est tout de même étonnant cette émission, alors que le salon de l'agriculture est
est ouvert. Sont-ils au salon? Mais c'est de la viande française qui est servie en Buffalo Grill en particulier. Oui, c'est en très grande majorité de la viande française. Je crois que les acheteurs de Buffalo Grill sont sur le salon de l'agriculture comme chaque année. C'est un grand partenaire de la filière. Ils achètent des quantités ils font tourner beaucoup d'abattoirs français. C'est un des gros clients de l'industrie. Mais je comprends ce que veut dire Stéphane, parce qu'à l'occasion du salon de l'agriculture, il y a eu une grande enquête expliquant que les restaurateurs faisant face à une désertification de leur table le midi au profit de l'essor du snacking et justement de Buffalo Grill et autres qui viennent concurrencer les restaurateurs. C'est fini le steak frites avec le petit verre de Bordeaux, avec modération. Ouais. Mais enfin, visiblement, le Buffalo Grill fonctionne très bien. Ils sont dans une réinvention, en tout cas. Voilà, ce que vous montrez, c'est la réinvention avec ça fait rêver, la petite chapelle. Non, mais c'est très... La saga Buffalo Grill, donc c'est un des sujets à découvrir dans Capital dimanche soir sur M6 à 21h10. Merci. D'avoir été avec nous, Cyril Chapuis. Je vous invite ce midi, si vous voulez. Oui.